Mon fils m'a licencié le jour de sa prise de fonction. Mais personne ne s'attendait à ma réaction. Le jour de la fête d'inauguration pour le premier jour de mon fils à la tête de l'entreprise, je n'avais même pas encore levé mon verre pour le toast quand il a dit « Madame Cold, vous n'avez plus besoin de venir ici. Vous êtes renvoyée. La sécurité va vous escorter à la sortie. » Calmement, j'ai laissé mon badge sur la table et j'ai répondu « Dites au conseil d'administration que le véritable propriétaire de cette entreprise arrive dans 30 minutes. » Le cristal de mon verre reflétait les lumières de la salle. Quand j'ai entendu ces mots, 200 personnes me regardaient. Des cadres avec qui j'avais négocié des contrats pendant des années, des fournisseurs qui connaissaient mon nom avant même la naissance de Ryan. Et me voilà, au milieu du hall principal de Midwest Industrial Supply, l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains alors que je n'étais qu'une veuve de 35 ans avec un bébé et des dettes qui m'étouffaient. Ryan portait cette cravate italienne que Vanessa lui avait achetée, gris perle assortie à un costume qui coûtait plus cher que la première voiture que je m'étais achetée après 10 ans de travail. Il se tenait à côté d'elle, ma belle-fille, dans sa robe couleur vin, et ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, un sourire que j'avais confondu avec l'élégance pendant 5 ans de mariage. « Maman », a continué mon fils, et les mots sonnaient comme du verre qui se brise. « Nous avons décidé qu'il était temps pour vous de profiter de votre retraite. Vous avez fait assez. Assez. » Ce mot flottait dans l'air comme de la fumée. Assez des nuits blanches quand les comptes ne balançaient pas. Assez des 20 ans à me lever à 5 heures du matin pour ouvrir le magasin avant tout employé. Assez de rejeter 3 demandes en mariage parce qu'aucun homme n'allait décider de ce que j'avais construit pour mon fils. Les murmures ont commencé. Quelqu'un a toussé inconfortablement. Le directeur financier, Gary Reynolds, a détourné le regard vers son assiette. Il savait. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, mais personne n'allait contredire le nouveau PDG le jour de sa première nuit. Vanessa s'est approchée de Ryan et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. J'ai vu mon fils hocher la tête machinalement, comme si elle tirait les ficelles et qu'il n'était qu'une marionnette bien habillée. Je me suis souvenu quand il avait 8 ans et qu'il me serrait dans ses bras en pleurant parce que les enfants de l'école se moquaient de ses chaussures rapiécées. Je lui ai promis qu'il ne manquerait de rien et j'ai tenu ma promesse. C'était peut-être mon erreur. « Sécurité », a crié Ryan, faisant un geste de la main. 2 hommes en costume noir ont commencé à marcher vers moi. Je ne les connaissais pas. Ils avaient été nouvellement embauchés la semaine précédente, comme je l'ai découvert plus tard. L'ancienne garde ne m'aurait jamais touché. Ils se souvenaient quand je portais moi-même des cartons de pièces détachés dans l'entrepôt parce que nous n'avions pas d'argent pour embaucher plus de personnel. J'ai pris mon verre et j'ai bu une longue gorgée de vin rouge. 50$ la bouteille selon l'étiquette. Ridicule pour une entreprise qui, l'année dernière, a rapporté 10 millions de dollars. Mais bien sûr, Vanessa préférait économiser sur le vin et dépenser pour la décoration française de son nouveau bureau. J'ai posé le verre sur la table avec soin. Pas de drame, pas de cri. C'était ce qu'ils attendaient, n'est-ce pas? Que je fasse une scène. Que je devienne hystérique comme les vieilles dames que Vanessa mentionnait sûrement dans ses conversations privées avec les épouses des autres cadres. J'ai enlevé le badge de mon cou. Emily Turner, fondatrice. Ce morceau de plastique avec ma photo d'il y a 3 ans. Mes cheveux paraissaient encore plus foncés. Moins de cheveux gris, moins de rides autour des yeux. Je l'ai enlevé lentement et je l'ai posé à côté de mon assiette de saumon au capre intact. Ryan, ai-je dit, et ma voix est sortie ferme, sans trembler. Dites au conseil d'administration que le véritable propriétaire de cette entreprise arrivera dans 30 minutes. Un silence si dense est tombé que j'entendais le ronronnement de la climatisation. Vanessa a cessé de sourire. Ryan a froncé les sourcils, confus. « De quoi parlez-vous » a demandé mon fils. « Dans 30 minutes, vous saurez. » J'ai pris mon sac à main en cuir, celui que je m'étais acheté quand nous avons atteint notre premier million de ventes. En attendant, profitez de votre fête. J'ai marché vers la sortie la tête haute. Mes talons ont résonné contre le marbre importé que Vanessa avait insisté pour faire installer le mois dernier. 100 000 $ de revêtement de sol alors que nous avions des équipements dans l'usine qui avaient besoin d'entretien. Mais elle avait toujours des priorités différentes. Personne ne m'a arrêté. Le garde de sécurité est resté immobile, ne sachant que faire. Gary Reynolds m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ou peut-être était-ce de la peur.
Il en savait plus qu'il ne le laissait transparaître. Quand j'ai atteint l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu. Les portes en acier reflétaient mon visage. 67 ans. Des rides qui racontaient des histoires de soleil sur ma peau pendant que je supervisais les livraisons. Des mains qui avaient autrefois des callosités à force de travailler si dur. Des yeux qui avaient vu un empire grandir d'un magasin avec 3 employés à une entreprise de 200 travailleurs. Les portes se sont fermées et pour la première fois de la nuit, j'ai souri parce qu'ils ne savaient pas 3 choses fondamentales. Premièrement, je n'ai jamais signé le transfert réel du brevet pour le système d'inventaire automatisé que nous avons développé il y a 5 ans. Ce système représente 60% de la valeur commerciale de l'entreprise. Deuxièmement, j'avais des copies de tous les documents frauduleux que Vanessa m'a fait signer sous la tromperie. Et troisièmement, devant le bâtiment, m'attendait l'avocate Fiona Adler, l'avocate d'affaires la plus redoutée de Chicago avec 2 classeurs remplis de preuves et une ordonnance du tribunal qui allait tout changer. L'ascenseur est descendu étage par étage. Et à chaque niveau qui descendait, j'avais l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu au cours de ces 3 dernières années, la dignité, la force, la clarté. 30 minutes. C'était tout ce dont j'avais besoin pour leur montrer qui avait réellement bâti cet empire. Et quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au rez-de-chaussée, l'air frais de la nuit m'a frappé au visage comme une promesse de justice. Si vous voulez savoir comment une mère trahie a récupéré ce qui lui revenait de droit, abonnez-vous à la chaîne car cette histoire ne fait que commencer. Il y a 30 ans, je n'étais pas la femme qu'il venait d'humilier dans ce hall de lumière vive et de sol en marbre. J'étais Emily Turner, une veuve de 35 ans avec un bébé de 8 mois qui ne cessait de pleurer et un atelier de mécanique hérité qui tombait en morceaux. Quand Robert est mort dans cet accident sur l'autoroute de la ville en livrant des pièces à un client qui n'a jamais payé, il m'a laissé 3 choses, un fils, un atelier avec des dettes de 50 000 $, et une montre de poche en argent avec une inscription qui disait « Tant de semer. Tant de récolter ». Cette montre était la seule chose de valeur que nous avions, mais je ne l'ai jamais vendue. Je l'ai gardée dans mon sac à main comme un rappel que tout a son moment. L'atelier était dans le quartier de Rellard dans un bâtiment en briques qui sentait l'huile brûlée et le métal rouillé. 3 employés. Le vieux Jacques, qui avait 60 ans et dont les mains tremblaient d'arthrite, Marc, un gamin de 22 ans qui en savait plus sur les moteurs que n'importe quel ingénieur, et Ruth, qui tenait les comptes dans un cahier relié parce que nous n'avions pas d'argent pour un ordinateur. Les créanciers appelaient tous les 2 jours. La banque menaçait de garder le terrain. Les fournisseurs ne nous faisaient pas confiance, même pour une vis. Et j'avais un bébé à nourrir avec du lait maternisé qui coûtait 20 $ la boîte. Le petit matin commençait à 4 heures. Je préparais des sandwichs au fromage et au poivron dans la cuisine de la maison que je louais, un logement de 2 pièces dans le même quartier. À 5h30, j'étais déjà au coin de Main Street, vendant aux ouvriers qui allaient à l'usine textile, 50 $ par jour, parfois 70 si j'avais de la chance. À 8h, je laissais Ryan chez ma voisine, Madame Parker, qui me facturait 100 $ par semaine, argent qui venait directement des sandwichs car le magasin générait à peine de quoi payer les salaires. J'arrivais à l'entreprise sentant la pâte sur mes mains et la graisse sur mon tablier. Le vieux Jacques ne me regardait jamais avec pitié. Il me demandait simplement « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, chef ?» Et je passais en revue les quelques ordres de travail que nous avions, essayant d'étirer chaque dollar comme si c'était du chewing-gum. Les 6 premiers mois furent une pure survie. J'ai appris à négocier avec les créanciers. Donnez-moi 3 mois de plus et je vous paierai avec intérêt. La plupart ont accepté car ils savaient que s'ils nous fermaient, ils ne récupéreraient rien. J'ai appris à chercher des pièces d'occasion dans les caisses de la ville. J'ai appris à sourire même si j'avais envie de pleurer. Le point de rupture est survenu un après-midi de juillet. Un homme est arrivé dans un camion Ford avec le moteur faisant un bruit qui annonçait une mort imminente. C'était le propriétaire d'une flotte de transport de marchandises. Il avait besoin du travail de toute urgence. Si vous me le préparez en 2 jours, je vous paierai le double, a-t-il dit. Le vieux Jacques m'a regardé. Marc m'a regardé. Ruth a fermé son cahier et m'a aussi regardé. Nous savions tous que c'était impossible. Nous n'avions pas les pièces. Nous n'avions pas le temps, mais nous avions le besoin. Vous l'aurez dans 2 jours, ai-je répondu. Nous avons travaillé 48 heures presque sans interruption. J'ai appelé tous les fournisseurs que je connaissais jusqu'à ce que je trouve les pièces. J'ai mis ma bague de mariage en gage pour payer d'avance.
Marc a dormi 3 heures sur le sol de l'atelier. Le vieux Jacques s'est injecté des médicaments pour la douleur dans les articulations et a continué à travailler. Et moi, entre 2 appels, j'ai allaité Ryan dans le bureau qui ressemblait plus à un placard avec un bureau. Nous avons livré à temps. L'homme a payé $3000 en espèces, des billets froissés que j'ai comptés 3 fois parce que je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient réels. Si vous travaillez toujours comme ça, a-t-il dit avant de partir, je vous enverrai toute ma flotte. Il a tenu parole. En 3 mois, nous avions 5 autres camions en réparation. En 6 mois, nous avons embauché 2 mécaniciens de plus. En 1 an, nous avions remboursé la moitié des dettes, et Ryan marchait déjà parmi les outils comme si l'atelier était son terrain de jeu. Mais le vrai changement est venu quand j'ai vu l'opportunité que personne d'autre n'avait vue. Les ateliers ne réparaient que. J'ai décidé que nous allions aussi vendre des pièces. J'ai commencé petit avec un catalogue emprunté et un téléphone qui sonnait de plus en plus. J'ai acheté en gros en ville et revendu en banlieue avec une marge de 30%. En 5 ans, l'atelier était devenu Midwest Industrial Supply. Nous ne réparions plus seulement. Nous distribuions des pièces à 50 ateliers dans 3 États. Nous avions 20 employés, un entrepôt, 2 fourgonnettes de livraison, et un bureau où Ryan faisait ses devoirs pendant que je signais des contrats. Je n'ai jamais cessé de faire des sandwichs. Je les vendais le dimanche au marché aux puces parce que cela me rappelait d'où je venais. Parce que chaque dollar comptait. Parce que le respect ne s'achète pas avec de l'argent facile. Il se gagne avec un travail qui vous brise le dos, mais pas l'esprit. Quand Ryan a eu 10 ans, l'entreprise rapportait 2 millions par an. Quand il a eu 15 ans, nous étions à 5 millions. Quand il est entré à l'université pour étudier l'administration, nous étions déjà le plus grand distributeur de la région. Et j'étais toujours la même femme qui se levait tôt, qui vérifiait chaque facture, qui connaissait le nom de chaque employé et l'anniversaire de leurs enfants. Celle qui gardait la montre de Robert dans le tiroir de son bureau et la regardait chaque fois qu'elle devait prendre une décision difficile. Tant de semer, tant de récolter. J'ai semé 30 ans de ma vie dans cette entreprise. 30 ans de matins précoces, de sacrifices, de renoncements. J'ai rejeté Arthur, l'ingénieur, qui m'a invité à dîner pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il se lasse. J'ai rejeté Michael, qui avait une quincaillerie prospère et m'a offert un partenariat et le mariage. J'ai rejeté tout ce qui me distrayait de mon seul objectif, donner à mon fils un avenir que je n'avais jamais eu. Et maintenant, 30 ans plus tard, ce même fils m'avait renvoyé. Comme si je n'étais qu'une employée comme les autres, comme si mon nom n'était pas sur chaque brique de ce bâtiment. Comme si mon sang n'était pas mélangé au ciment de ses fondations. Mais il ne savait pas quelque chose de fondamental. Je n'avais pas construit un empire pour que quelqu'un me le prenne. Je l'avais construit parce que je savais exactement combien coûtait chaque vis, chaque décision, chaque larme versée en silence. Et maintenant le temps de la récolte était arrivé. Vanessa est entrée dans nos vies un mardi d'octobre, il y a 5 ans. Ryan l'a rencontrée lors d'une conférence sur l'administration des affaires à Chicago. Quand il me l'a présentée 2 semaines plus tard, elle portait un manteau couleur camel et des boucles d'oreilles en perles qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture. Maman, voici Vanessa Sanders. Elle a un master en administration des affaires d'une université de la Ivy League. Mon fils m'a dit avec ses yeux brillants que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant, et que je lui donnais des jouets à Noël. Vanessa a tendu sa main, froide, douce, sans callosité. Des mains qui n'avaient jamais porté de carton ni nettoyé de graisse sur un moteur. Elle a souri, montrant des dents parfaitement alignées, blanches comme de la porcelaine. Un plaisir, Madame Turner. Ryan m'a tant parlé de vous et de tout ce que vous avez accompli. C'est admirable. Admirable. Le mot semblait correct, mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne me convenait pas, comme quand vous mordez dans un fruit qui semble parfait à l'extérieur, mais qui est creux à l'intérieur. Pourtant, je me suis forcé à sourire. Mon fils était amoureux, et je ne voulais que son bonheur. Les premiers mois furent comme une cour. Vanessa venait dîner à la maison tous les vendredis. Elle apportait des desserts coûteux de pâtisserie française. Elle parlait de stratégie de marché et d'expansion d'entreprise avec des mots qui semblaient importants. Ryan la regardait comme si elle était la réponse à toutes les questions qu'il n'avait jamais posées. Maman, Vanessa dit que nous devrions moderniser le système d'inventaire. Il m'a dit un soir alors que nous faisions la vaisselle. Que nous pourrions tripler l'efficacité.
Et que c'est elle de notre inventaire, ai-je demandé, plus brusquement que je ne l'avais prévu. Elle a de l'expérience, maman. Elle a travaillé dans un cabinet de conseil en processus d'affaires. Expérience? Ce mot encore. Comme si mes 30 ans à élever l'entreprise à partir de zéro n'était pas une expérience suffisante. Ils se sont mariés en avril de l'année suivante. Un mariage dans le jardin du grand hôtel qui a coûté 100 000 $. Vanessa a insisté sur chaque détail. Fleurs importées, un violoniste espagnol, un menu à 5 plats. J'ai tout payé sans me plaindre car c'était le bonheur de mon fils. Bien que l'argent aurait pu servir à rénover les machines de l'usine. La lune de miel fut en Europe. 3 semaines. À leur retour, Vanessa n'utilisait plus son nom de famille. Elle était Vanessa Turner, comme si en épousant mon fils, elle avait aussi épousé l'entreprise. Les changements ont commencé lentement, subtils, comme un poison qui coule goutte à goutte. Ryan, nous devrions professionnaliser la structure organisationnelle. Vanessa disait lors des dîners de famille qui se tenaient désormais chez elle, un condo dans un quartier résidentiel que je les avais aidés à acheter. Les entreprises familiales doivent évoluer pour survivre. Ma mère nous a fait survivre pendant 3 décennies, répondait Ryan. Bien qu'avec moins de conviction à chaque fois, bien sûr, et pour cette raison même, elle mérite de se reposer. Elle a déjà donné tout ce qu'elle avait à donner. Repos. Un autre joli mot pour dire que j'étais de trop. 3 mois après le mariage, Vanessa a suggéré que nous avions besoin de consultants externes pour évaluer nos processus. Nous avons payé 50 000 $ à un cabinet qui nous a essentiellement dit ce que je savais déjà. Nous fonctionnions bien, mais nous pouvions automatiser certains domaines. Tu vois, maman, Vanessa avait raison. Ryan m'a dit quand ils ont présenté le rapport. 6 mois plus tard, Vanessa a convaincu Ryan qu'elle devrait avoir un bureau dans l'entreprise. Pour te soutenir, mon amour, je peux m'occuper de la partie administrative pendant que tu te concentres sur les ventes. J'ai donné mon approbation car je pensais que plus mon fils avait d'aide, mieux c'était. Je n'ai pas vu le piège. Je n'ai pas vu que je laissais entrer le cheval de Troie. Vanessa a tout redessiné. Elle a changé les meubles de la réception. Elle a embauché une nouvelle assistante, une fille de 25 ans nommée Denise, qui ne répondait qu'à ses ordres. Elle a mis en place des réunions hebdomadaires de stratégie d'entreprise où j'ai commencé à me sentir comme une relique du passé. Madame Turner, je comprends votre point de vue, mais les modèles de gestion modernes suggèrent. Vanessa commençait chaque fois que j'intervenais quelque chose et Ryan hochait la tête. Il hochait toujours la tête. Le vrai coup est arrivé quand ils m'ont demandé de signer des documents. Vanessa les a apportés un après-midi avec son sourire parfait et une explication qui semblait raisonnable. Ce ne sont que des ajustements pour la structure fiscale, belle-mère. Le comptable dit que de cette façon nous paierons moins d'impôts. C'est de la routine. Routine. J'ai signé 10 pages sans lire les petits caractères parce que je faisais confiance à mon fils. Parce que je n'ai jamais imaginé que la femme dormant à côté de lui tissait une toile pour me piéger. 1 an plus tard, mon bureau a été rénové sans que personne ne me consulte. Quand je suis arrivé un lundi, j'ai constaté qu'il l'avait réduit de moitié. Mes dossiers, ceux qui contenaient 30 ans d'histoire, avaient été numérisés et envoyés dans un entrepôt externe. C'est plus efficace, maman, a expliqué Ryan. Vanessa a coordonné tout le processus. Bien sûr, elle l'a fait. Mon assistante, Ruth, la même qui était avec moi depuis l'époque de l'atelier, a été licenciée 2 mois plus tard. Nous avons besoin d'un personnel plus jeune, plus adapté aux nouvelles technologies, a déclaré Vanessa lors d'une réunion du conseil d'administration à laquelle je ne participais presque plus. Ruth connaît cette entreprise mieux que quiconque, ai-je protesté. Exactement. Elle connaît l'entreprise du passé. Nous construisons l'entreprise de l'avenir. Ryan n'a rien dit. Il a seulement regardé sa femme avec cette admiration aveugle qui me brisait le cœur. D'importantes réunions ont commencé à être programmées quand, par coïncidence, j'avais des rendez-vous avec des fournisseurs en dehors de la ville. Des décisions étaient prises sans me consulter. Les rapports financiers arrivaient à mon bureau 3 jours après avoir déjà été discutés avec le conseil d'administration. Ils m'effaçaient, lentement, systématiquement, comme s'ils passaient une gomme sur mon nom jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une tache floue. Et le pire n'était pas Vanessa.
Le pire était de voir mon fils se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le garçon qui pleurait dans mes bras quand il avait mal au ventre évitait maintenant mon regard en réunion. Le jeune homme qui me demandait conseil pour chaque décision hochait maintenant la tête à chaque mot de sa femme comme si c'était parole d'évangile. Une nuit, je les ai vus sur le parking de l'entreprise. Ils ne savaient pas que j'étais toujours dans mon bureau. Vanessa caressait la joue de Ryan en lui murmurant quelque chose à l'oreille. Il souriait. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était plus sa mère qui avait son oreille. C'était elle, et elle avait des projets que je commençais à peine à comprendre. Le jour où je suis tombé dans le piège, il pleuvait. Je me souviens du bruit de l'eau frappant contre les fenêtres de la salle de conférence pendant que Vanessa étalait les documents sur la table en acajou comme s'il s'agissait de cartes de poker. Belle-mère, nous devons parler de quelque chose d'important. Elle a commencé à glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. Ryan était à ses côtés, sérieux, portant cette cravate bleu marine que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Que se passe-t-il, ai-je demandé, posant ma tasse de café sur le sous-verre. Nous avons consulté des conseillers fiscaux. Mon fils est intervenu. Maman, nous payons des impôts inutiles, des milliers de dollars que nous pourrions économiser si nous restructurions l'entreprise. Vanessa a hoché la tête, poussant un classeur vers moi. C'est un processus standard dans les entreprises de notre taille. En gros, nous créons un trust qui protège les actifs et optimise la charge fiscale. J'ai ouvert le classeur. Des pages et des pages pleines de termes juridiques qui sonnaient comme des virelangues, des clauses, des annexes, des signatures d'avocats que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que cela signifie exactement, ai-je demandé, en montrant une section qui parlait de transfert de participation. C'est technique, a répondu Vanessa avec ce sourire qui m'était déjà insupportable. En gros, vous conservez votre position de fondatrice, mais les actions sont gérées par le trust. Plus efficace, plus sûr. Nous protégeons les actifs familiaux de toute éventualité. Quelle éventualité? Poursuite, problème juridique, n'importe quoi. Vous avez déjà 64 ans, belle-mère. C'est penser à l'avenir. 64 ans. Elle l'a dit comme si c'était une condamnation à mort. Comme si à cet âge, je n'avais plus le droit d'avoir une opinion sur ce que j'avais construit. Maman. Ryan s'est penché en avant, me prenant la main, ses yeux, les mêmes yeux bruns que ceux de Robert, me regardaient avec quelque chose qui ressemblait à une supplication. Fais-nous confiance, nous voulons seulement protéger ce que tu as construit. Ce qui est à nous, pas à toi, à nous. J'ai signé la première page, puis la seconde. Vanessa me montrait du doigt avec son ongle parfaitement verni de rouge cerise où je devais apposer mon nom. Ici, belle-mère, et ici. Un de plus dans cette partie. Ne devrais-je pas le lire plus calmement, ai-je demandé à un moment donné, sentant un poids étrange dans ma poitrine. Bien sûr, si vous voulez, mais le comptable dit que nous devons le soumettre avant vendredi pour qu'il s'applique à cet exercice fiscal. Sinon, nous perdons les économies de cette année. Ryan m'a serré la main. Maman, je te promets que tout va bien. Vanessa l'a examiné avec 3 avocats différents. 3 avocats que je n'avais jamais vus. 3 avocats qui ont probablement coûté une fortune pour concevoir cette cage parfaite. J'ai tout signé. 23 pages. Chaque signature était comme remettre un morceau de moi-même sans m'en rendre compte. 2 semaines plus tard, un autre paquet de documents est arrivé. Des procurations spéciales pour accélérer la prise de décision. Vanessa a expliqué lors d'un petit déjeuner au bureau. Vous voyagez beaucoup pour visiter des fournisseurs. Nous avons besoin que Ryan puisse signer des contrats sans attendre votre retour. Cela avait du sens, ou du moins cela me semblait ainsi. Au cours des derniers mois, j'avais davantage voyagé dans d'autres villes, concluant des accords avec de nouveaux distributeurs. Chaque fois que je revenais, il y avait une décision qui avait été retardée en attendant ma signature. Quel genre de contrat, ai-je demandé? Achats opérationnels, ventes, rien de majeur. Les décisions stratégiques nécessitent toujours votre approbation. J'ai signé les procurations. Larges, généreuses, mortelles. Le 3e coup fut le plus subtil. Il arriva enveloppé de sollicitude et d'une fausse affection. Belle-mère, nous avons remarqué que dernièrement vous êtes plus fatiguée. Vanessa a dit un après-midi assise dans son bureau qui était maintenant 3 fois plus grand que le mien. C'est normal à votre âge.
C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait bon que nous ayons accès à vos comptes bancaires, non pas pour les utiliser, juste pour vous aider à les gérer. Je gère mes comptes parfaitement. Nous savons, mais imaginez que quelque chose vous arrive, un accident, une maladie. Ryan est votre fils unique. Il devrait avoir accès pour pouvoir vous aider si vous en avez besoin. Le mot-clé était si, mais Vanessa l'utilisait comme s'il s'agissait de quand. Ce n'est pas nécessaire. Maman, est intervenu Ryan, qui était apparu dans l'embrasure de la porte comme par magie. Nous voulons juste prendre soin de toi. Tu es la chose la plus importante que j'ai. J'ai refusé. Cette fois-là, j'ai refusé. C'était la seule ligne que je n'ai pas franchie et probablement ce qui m'a sauvé plus tard. Mais le mal était déjà fait. 3 ans de signature, 3 ans de « faites-nous confiance », 3 ans de poison goutte à goutte. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé. Le trust n'a pas seulement optimisé les impôts. Il avait transféré 85% de mes actions à un véhicule juridique dont Ryan était le seul administrateur. Je ne détenais que 15% directement à mon nom. Les procurations spéciales n'étaient pas seulement pour les contrats opérationnels. Elles donnaient à mon fils l'autorité de prendre toute décision d'entreprise sans mon consentement. Et la restructuration administrative avait placé Vanessa comme directrice financière avec un contrôle total sur les budgets, les investissements et les dépenses. Il m'avait transformé en actionnaire minoritaire de ma propre entreprise, en employé de luxe avec le titre de fondatrice, qui ne signifiait plus rien d'autre qu'une plaque dorée sur le mur. Et j'avais signé ma propre sentence. Non pas parce que j'étais stupide, non pas parce que j'étais négligente, mais parce que j'avais commis la plus grande erreur qu'une mère puisse commettre, faire confiance à son fils aveuglément. Au cours de ces 3 années, pendant que je signais des documents et que je cédais du pouvoir, Vanessa tissa sa toile. Elle remplaça les employés loyaux par de nouvelles personnes qui ne répondaient qu'à elle. Elle modifia les politiques. Elle créa des structures où je n'étais plus nécessaire. Et Ryan, mon fils, le bébé que j'allaitais au sol de l'atelier en examinant les factures, était devenu l'instrument parfait de ma propre destruction. Parce que Vanessa savait quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, vous n'avez pas besoin de détruire quelqu'un avec violence. Vous avez seulement besoin de le faire signer sa propre reddition avec un stylo et un sourire. Le premier signe réel que je n'étais plus la bienvenue dans ma propre entreprise est venu un lundi de mars. J'entrai dans mon bureau et trouvai 2 ouvriers en train de déplacer mes classeurs. « Qu'est-ce que vous faites » demandai-je, en posant mon sac à main sur le bureau. « Ordre de la directrice Vanessa », répondit le plus jeune sans me regarder dans les yeux. « Madame, nous allons réaménager cet espace. » Réaménager ? Personne ne m'a rien dit. Nous ne connaissons pas les détails, madame. Nous suivons juste les instructions. Je suis allé directement au bureau de Vanessa. Je n'ai même pas frappé. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée en train de revoir des plans étalés sur son bureau en verre. Elle a levé les yeux avec ce calme qui me paraissait déjà menaçant. « Belle-mère, j'allais justement vous parler. Pourquoi déplace-t-il mes affaires ? Cela fait partie du plan d'optimisation de l'espace. Votre bureau est trop grand pour l'usage que vous en faites. Nous allons le diviser en 2. Une moitié restera la vôtre. L'autre sera pour le nouveau directeur des opérations. » Quel nouveau directeur ? Ryan ne vous a pas dit ? Vanessa a incliné la tête, feignant la surprise. Nous avons embauché Roderick Malone. Il vient d'une entreprise de New York. Une expérience impressionnante en logistique. Je gère les opérations. Vous avez fondé l'entreprise, belle-mère. Cela n'est pas en discussion. Mais les opérations modernes exigent des connaissances spécifiques en logiciel, en optimisation d'itinéraires, en analyse de données en temps réel. Rodri a des certifications internationales. Certification. Un autre mot pour dire que j'étais obsolète. Vous auriez dû me consulter. Nous l'avons fait lors de la réunion du conseil d'administration la semaine dernière. Vous n'avez pas pu y assister. Vous vous souvenez, vous aviez ce rendez-vous avec le fournisseur en Ohio. Bien sûr, le rendez-vous qu'elle-même avait programmé le même jour que la réunion. Quelle commodité. Je suis retourné à mon bureau. Les ouvriers avaient déjà installé une cloison en placoplâtre au milieu de l'espace. Mon bureau, où j'avais pris des décisions pendant 30 ans, où j'avais pleuré en silence après des journées impossibles, où j'avais signé le premier contrat d'1 million de dollars,
était maintenant de la taille d'un cubicule. Mes photographies, celles qui montraient l'évolution de l'entreprise depuis l'atelier d'origine, avaient été envoyées à l'entrepôt pour être conservées. La bibliothèque en bois que Robert avait construite de ses mains était en train d'être démontée parce qu'elle ne rentrait plus dans le nouvel espace. « Attention avec cette bibliothèque », ai-je ordonné. « Madame, ils nous ont dit qu'elle n'était plus utilisée. Elle va à l'entrepôt. » Mon mari a fait cette bibliothèque. L'ouvrier m'a regardé avec malaise. Nous ne savions pas, mais les ordres sont clairs. Les ordres, toujours les ordres de quelqu'un d'autre. Les mois suivants furent une parade de petites humiliations. Mon assistante, Ruth, après avoir été licenciée, fut remplacée par une fille de 23 ans nommée Pamela, qui avait clairement reçu des instructions pour gérer mon emploi du temps afin que j'arrive toujours en retard ou que je ne sois pas au courant des réunions importantes. Madame Turner, la réunion budgétaire a été reportée à ce matin. Je suis désolé de ne pas avoir réussi à vous le dire. Pamela, cette réunion était jeudi. Oui, mais il y a eu un conflit d'horaire avec le directeur Ryan. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le compte rendu. Le compte rendu est arrivé 3 jours plus tard, quand les décisions étaient déjà prises, les budgets approuvés, les investissements autorisés, les embauches confirmées, tout cela sans mon vote, tout cela sans mon opinion. Lors des rares réunions auxquelles j'ai assisté, ma voix était devenue invisible. Je proposais quelque chose et Vanessa répondait par un « c'est intéressant mais les études de marché suggèrent une autre direction ». Ryan hochait la tête. Le reste du conseil d'administration, presque tous des visages qui ne connaissaient même pas l'histoire de l'entreprise, la suivaient comme des moutons. Gary Reynolds, le directeur financier qui était avec moi depuis 15 ans, était le seul qui me cherchait parfois du regard. Mais même lui avait appris à rester silencieux. Il avait besoin de son emploi. Il avait 3 enfants à l'université. Un jour, j'ai trouvé ma place de parking occupée. Numéro 0001, celle qui avait toujours été la mienne, avait maintenant une nouvelle plaque. PDG Ryan Turner. Ma nouvelle place était dans la zone des visiteurs. C'est juste un ajustement organisationnel, a expliqué Vanessa quand j'ai protesté. Le PDG doit avoir la place principale. C'est le protocole d'entreprise. Protocole. Comme si 30 ans à bâtir cette entreprise n'était pas un protocole suffisant. Les invitations aux événements d'entreprise ont cessé d'arriver. Le dîner annuel avec les fournisseurs, que j'avais organisé pendant 2 décennies, a eu lieu sans que personne ne me le dise. Je l'ai découvert grâce à une photographie sur les réseaux sociaux où Ryan et Vanessa trinquaient avec les clients que j'avais acquis dans le restaurant que j'avais choisi pendant des années. « Maman, nous pensions que tu voudrais te reposer », m'a dit Ryan quand je l'ai confronté. « Tu en fais déjà trop. » Repos ? Ce mot encore, l'euphémisme élégant pour dire disparaître. Mon email professionnel a commencé à recevoir moins de messages. Puis j'ai compris pourquoi. Il m'avait retiré des listes de diffusion importantes. Il ne me copiait plus sur les décisions. Il ne me consultait plus sur les négociations. Un après-midi, j'ai essayé d'accéder au système financier pour consulter les rapports trimestriels. Mon mot de passe ne fonctionnait pas. Pamela, mon accès au système ne fonctionne pas. Oh oui, il y a eu une mise à jour de sécurité. Maintenant les accès sont par niveau. Je peux demander les rapports dont vous avez besoin et vous les envoyer. Je veux un accès direct. Il faudrait demander au comité technologique, mais le processus prend environ 2 semaines. 2 semaines pour accéder aux informations de ma propre entreprise. Tandis que Vanessa pouvait probablement voir chaque chiffre d'un simple clic. Le déplacement le plus douloureux a été quand ils ont rénové l'usine de production. Ils ont inauguré une nouvelle zone de stockage automatisée avec un événement pour toute l'entreprise. Discours, coupe de ruban, photographies officielles. J'étais au 2e rang, pas sur scène. Ils ne m'ont même pas mentionné dans les remerciements. Vanessa a parlé de vision d'avenir et de modernisation. Ryan a remercié l'équipe de travail, mais personne n'a prononcé le nom d'Emily Turner. Comme si les fondations de ce bâtiment n'avaient pas été construites avec ma sueur. Comme si les machines n'avaient pas été achetées avec les bénéfices que j'avais générés en vendant des sandwichs à 5 heures du matin. Après l'événement, je me suis retrouvé seul sur le parking. Il pleuvait légèrement. J'ai vu à travers les fenêtres du hall tout le monde faire la fête. Ryan riait avec les nouveaux cadres.
Vanessa posait pour les photographies, et j'étais dehors sous la pluie, me sentant étrangère dans le lieu que j'avais construit de mes mains. J'ai sorti la montre de Robert de mon sac. 8 heures du soir. Temps de semer, temps de récolter. J'ai lu l'inscription une fois de plus. J'avais semé 30 ans de ma vie. Mais quelqu'un d'autre récoltait les fruits. Et à ce moment-là, sous la pluie, j'ai pris une décision. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus accepter d'humiliation. S'ils voulaient me virer, ils allaient devoir me virer avec la vérité en face parce que je n'étais pas une employée que l'on pouvait licencier avec une lettre. J'étais la propriétaire. Et il était temps de leur rappeler qui avait bâti cet empire qu'ils voulaient maintenant me voler. La découverte est arrivée par accident. Comme toutes les vérités qui changent une vie, je ne la cherchais pas. Elle est simplement apparue devant moi comme une gifle. C'était un jeudi après-midi, 2 mois avant cette fête d'inauguration qui allait tout changer. Pamela était partie tôt. Quelque chose à propos d'un rendez-vous médical que je n'avais aucune raison de remettre en question. J'avais besoin d'imprimer un contrat qu'un fournisseur m'avait envoyé par email. L'imprimante de mon minuscule bureau était tombée en panne la semaine précédente, et il ne l'avait toujours pas réparée. Alors, je me suis dirigé vers le bureau de Ryan. Il était en réunion en dehors de l'entreprise. La porte était ouverte. Je me suis assise devant son ordinateur. Il avait toujours sa session ouverte. J'ai cherché mon email dans le navigateur et j'ai trouvé le document. Je l'ai envoyé à l'impression. Pendant que j'attendais qu'il sorte, l'écran a affiché une notification. Un nouvel email dans la boîte de réception de Ryan. Je n'allais pas le lire. Ce n'était pas mon intention. Mais le sujet m'a arrêté net, projet final. Stratégie de transition ET et Emily Turner. Mes initiales. Le curseur clignotait sur le message. Ma main tremblait sur la souris. Je ne devais pas l'ouvrir. C'était la correspondance de mon fils. Mais quelque chose dans mon ventre me disait que je devais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai cliqué. L'email venait d'un certain avocat, Hector Brigg, du cabinet d'avocats Brigg & Associates. Je n'avais jamais entendu ce nom. Le message était bref mais mortel. Cher Ryan, 6 juin le document final de la stratégie de transition pour Madame Emily Turner. Comme discuté, l'approche doit être progressive mais ferme. Point clé, 1. Annonce de retraite volontaire lors d'un événement d'entreprise. 2. Pension mensuelle de $2000 en reconnaissance de sa trajectoire. 3. Suppression immédiate de l'accès administratif. 4. Communiqué de presse la positionnant comme fondatrice honoraire et retraite méritée. Le timing est crucial. Profitez de l'élan de votre nomination en tant que PDG pour projeter une image de renouveau générationnel. Des questions? Je reste attentif. $2000 par mois, une pension qui couvrirait à peine le loyer d'un appartement modeste. L'entreprise rapportait 10 millions par an et il m'offrait $2000 par mois comme si c'était de la charité. J'ai ouvert le document joint, 12 pages de stratégie détaillée, de dates, de tactiques de communication. Ils avaient même un discours préécrit que Ryan devait lire le jour de ma retraite volontaire. Ma mère, Emily Turner, est le cœur de cette entreprise depuis 3 décennies. Aujourd'hui, avec un amour et une gratitude profonds, nous respectons sa décision de se retirer pour profiter du repos qu'elle mérite. Repos. Retraite volontaire. De jolis mots pour cacher une spoliation. Mais ce qui m'a vraiment détruite, c'est la dernière section du document, une note interne probablement écrite par Vanessa qui disait « Justification stratégique ». ET représente l'ancien modèle de gestion. Sa résistance au changement et son attachement émotionnel à des processus obsolètes entravent la modernisation nécessaire. Bien que sa contribution historique soit indéniable, sa présence actuelle est un fardeau pour la croissance. La transition doit être exécutée avec délicatesse mais sans ambiguïté. Il ne peut y avoir de retour en arrière. Fardeau. Ils m'ont traité de fardeau. Moi qui ai élevé cette entreprise à partir d'un magasin avec 3 employés. Moi qui ai vendu des sandwichs pendant des années pour payer les dettes que Robert avait laissées. Moi qui ai rejeté le mariage, les offres et la vie personnelle parce que mon seul but était de donner un avenir à mon fils. Fardeau. Les larmes sont venues sans demander la permission. Elles sont tombées sur le clavier pendant que je continuais à lire. Il y avait un calendrier, des dates précises.
La transition était prévue pour être exécutée en 6 semaines, juste après l'événement de la nomination de Ryan en tant que PDG. Tout était calculé, chaque mot, chaque mouvement. Ils allaient me virer à ma propre fête d'adieu déguisée en hommage. J'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai fermé l'email rapidement. J'ai pris les papiers de l'imprimante et j'ai quitté le bureau juste au moment où Vanessa tournait le coin. « Belle-mère, qu'est-ce que vous faites ici ? » Mon imprimante ne marche pas. Je suis venu utiliser celle de Ryan. Elle m'a regardé avec ses yeux gris que je voyais maintenant pour ce qu'ils étaient vraiment, calculateur, froid. Je comprends. Nous devrions vous en acheter une nouvelle. Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu, serrant les papiers contre ma poitrine. J'ai déjà ce dont j'avais besoin. Je suis retourné à mon bureau. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur ma chaise et j'ai regardé autour de moi. Les murs nus, l'espace réduit, les dossiers qui n'étaient plus là. Tout faisait partie du plan. Chaque humiliation, chaque déplacement, chaque porte qui se fermait à mon nez. Ce n'était pas de la négligence. C'était de la stratégie. J'ai sorti la montre de Robert du tiroir. 5 heures de l'après-midi. Dans le bureau voisin, j'ai entendu le rire du nouveau directeur des opérations parlant au téléphone. Dans le couloir, des employés qui ne me saluaient même plus se dirigeaient précipitamment vers des réunions dont j'étais exclu. J'ai pensé à mon fils, au bébé que je portais en mélangeant du ciment pour réparer les murs du magasin, au garçon qui me serrait dans ses bras et me disait, « Quand je serai grand, je prendrai soin de toi comme tu prends soin de moi. » À quel moment cette promesse s'est-elle brisée? Était-ce graduel, ou y a-t-il eu un jour précis où Ryan a cessé d'être mon fils et est devenu l'instrument de Vanessa? Je ne savais pas. Et à ce moment-là, il était plus douloureux de ne pas savoir que la trahison elle-même. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Lorraine Campbell, mon assistante pendant 20 ans, celle que Vanessa a licenciée sous prétexte de restructuration. Madame Turner. Lorraine, j'ai besoin de te voir ce soir en dehors du bureau. Il y eut un silence. Puis, quelque chose s'est passé? Oui, et j'ai besoin de ton aide. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du parc. Lorraine est arrivée avec un carton. Quand ils m'ont licencié, a-t-elle dit, en posant le carton sur la table, je savais que quelque chose n'allait pas. Alors avant de partir, j'ai fait des copies. Des copies de quoi? De tout. Documents, emails, contrats. Pendant des mois, j'ai vu comment Madame Vanessa déplaçait des papiers, changeait des chiffres, signait des choses en son nom. Ça me donnait un mauvais pressentiment. Et quand j'ai essayé de vous le dire, ils m'ont licencié. Elle a ouvert le carton. À l'intérieur, il y avait des classeurs organisés par date, documents juridiques, état financier, emails imprimés. Ça, a-t-elle dit, en désignant un classeur rouge, ce sont les documents que vous avez signés il y a 3 ans, les originaux. Et ça, a-t-elle dit, en désignant un autre classeur bleu, ce sont les versions qui ont été réellement présentées au notaire. J'ai ouvert les 2 classeurs, les ai mis côte à côte. Les différences étaient subtiles mais dévastatrices. Des clauses ajoutées, des pourcentages modifiés. Ma signature était sur les 2 versions, mais le contenu était différent. Ils m'ont trompé, ai-je chuchoté. Ils vous ont escroqué, a corrigé Lorraine. Et j'ai plus, des virements vers des comptes offshore, des factures gonflées à des fournisseurs fantômes. Madame Vanessa n'est pas seulement en train de vous évincer de l'entreprise, elle est en train de la vider. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas mon esprit. C'était le dernier vestige de la femme naïve qui avait fait confiance à sa famille. J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit. Je connais quelqu'un, l'avocat Ernest Sullivan. Il a travaillé avec votre mari il y a des années. Il est à la retraite, mais je pense que pour vous, il ferait une exception. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai lu chaque document que Lorraine m'avait donné, chaque email, chaque contrat. Les preuves étaient accablantes. Non seulement il m'avait menti, mais il m'avait systématiquement volé pendant 3 ans. Et j'avais signé sans poser de questions parce que je faisais confiance, parce que c'était mon fils. Mais plus maintenant. À 6 heures du matin, j'ai composé le numéro que Lorraine m'avait donné. Avocat Sullivan, ici Emily Turner, la veuve de Robert Turner. J'ai besoin de récupérer mon entreprise.
L'avocat Ernest Sullivan vivait dans une maison modeste en banlieue. Quand il a ouvert la porte, j'ai immédiatement reconnu ses yeux perçants dont je me souvenais des rares fois où il était venu au magasin du vivant de Robert. Maintenant ses cheveux étaient complètement blancs, et il utilisait une canne, mais son regard restait celui d'un homme qui ne se laissait pas facilement tromper. « Émilie » a-t-il dit, et il y avait une véritable affection dans sa voix. « Entrez. Je vous attendais. » Son bureau sentait les vieux livres et le café fraîchement moulu. Les murs étaient couverts de diplômes en droit des sociétés et de photographies d'affaires réussies. Il m'a désigné un fauteuil en cuir usé devant son bureau. Lorraine m'a un peu parlé au téléphone. Il a commencé à me verser du café dans une tasse en céramique. Mais je veux l'entendre de vous. Tout. Je lui ai raconté de l'arrivée de Vanessa à l'email que j'avais découvert. Je n'ai rien omis. Pas même les parties où j'avais été naïve, où j'avais signé sans lire, où j'avais fait confiance alors que j'aurais dû douter. Ernest a écouté en silence, prenant des notes dans un carnet jaune. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a soupiré profondément. Robert serait furieux, a-t-il dit finalement. Non pas contre vous, mais contre eux. J'étais idiote. Vous étiez une mère. Ce n'est pas la même chose. Il s'est penché en avant. Émilie, ce qu'ils vous ont fait a un nom. Fraude par tromperie. Les signatures obtenues par de fausses informations sont nulles. Et si Lorraine a les documents originaux et les versions altérées, nous avons un dossier. Puis-je reprendre le contrôle? Nous pouvons essayer, mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce ne sera pas rapide ni propre. C'est votre fils, votre famille. Une fois que nous ouvrons cette porte, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière, ai-je répondu, tenant ma tasse avec des mains qui ne tremblaient plus. Ils ont pris cette décision au moment où ils m'ont traité de poids mort. Ernest a hoché la tête. Alors commençons. D'abord, je dois voir tous les documents. Chaque papier que vous avez signé au cours des 5 dernières années. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à reconstituer l'affaire. Lorraine a apporté ses copies. J'ai demandé des duplicata par des canaux que Vanessa ne contrôlait pas. Ernest a contacté des experts légistes spécialisés dans les documents juridiques. Les résultats ont été dévastateurs. Non seulement ils avaient altéré les contrats de fiducie, mais ils avaient aussi falsifié des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration où j'étais censé avoir voté en faveur de décisions que je n'avais même jamais vues. Ils avaient créé une toile de mensonges documentés. Mais il y a un problème, a dit Ernest, techniquement, vous avez fait cela. Un juge pourrait arguer de négligence de votre part pour ne pas avoir lu avant de signer. Alors j'ai perdu? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, nous avons besoin de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas réfuter. Quelque chose qui prouve que sans vous, cette entreprise ne vaut rien. Cette nuit-là, chez moi, j'ai fouillé les vieilles boîtes que je gardais dans la pièce de rechange, de vieux papiers de l'atelier d'origine, des contrats des premières années. Et là, dans un dossier jaune fané, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, le brevet. Il y a 5 ans, lorsque nous avons automatisé le système d'inventaire, j'avais travaillé avec un ingénieur système pour développer un logiciel propriétaire, un programme qui intégrait l'achat, les ventes, la logistique et les projections en temps réel. C'était la colonne vertébrale de toute l'opération de l'entreprise. Je me suis souvenu du jour où nous sommes allés enregistrer le brevet à l'Office des brevets et des marques des États-Unis. Vanessa avait suggéré de le mettre au nom de l'entreprise. C'est plus professionnel, avait-elle dit, mais moi, pour une raison que je n'ai pas entièrement comprise à l'époque, j'avais insisté pour l'enregistrer à mon nom personnel. C'est ma dernière création, avais-je dit à Sébastien quand il avait remis en question ma décision. Laisse-moi ça. Il avait cédé. Vanessa avait froncé les sourcils, mais elle n'avait pas insisté. Probablement parce qu'il pensait que ce n'était qu'un caprice de vieille femme sans importance. Mais ça importait. Ça importait plus qu'il ne pouvait jamais l'imaginer. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau d'Ernest avec le dossier jaune. Regardez ça, ai-je dit, en étalant les documents sur son bureau. Ernest a lu en silence. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. Puis il a souri. C'était le sourire d'un requin sentant le sang dans l'eau. Émilie, êtes-vous en train de me dire que le système qui fait fonctionner toute l'entreprise est breveté à votre nom? Oui.
Et ils n'ont pas d'accès légal pour l'utiliser sans votre autorisation. Techniquement, ils pourraient continuer à l'utiliser, mais je peux révoquer la licence à tout moment ou exiger des redevances rétroactives pour utilisation non autorisée. Ernest s'est penché en arrière sur sa chaise et a éclaté de rire. Emily Towers, vous venez de me donner la de pique. Sans ce système, l'entreprise devrait revenir aux méthodes manuelles. Cela leur prendrait des mois pour reconstruire l'opération. Ils perdraient des millions. Donc, j'ai un pouvoir de négociation. Vous avez plus que ça. Vous avez une bombe nucléaire. Mais Ernest n'était pas le seul que je devais convaincre. J'avais besoin du conseil d'administration de mon côté. Et pour cela, j'avais besoin de quelqu'un qui avait encore de la crédibilité à l'intérieur. J'ai appelé Gus Reynolds une nuit. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant loin du centre-ville, un endroit où personne de l'entreprise ne nous verrait. Madame Towers, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Si Vanessa découvre que nous nous sommes rencontrés, elle me renverra. Je sais. C'est pourquoi je vous demande ceci. De quoi avez-vous besoin? La vérité. Que se passe-t-il avec les finances de l'entreprise? Gus a regardé autour de lui. Il a baissé la voix. Il détourne des fonds, des factures gonflées à des fournisseurs fantômes, des virements vers des comptes offshore enregistrés aux îles Caïmans. Vanessa gère tout par le biais de sociétés écrans. Combien? Au cours des 2 dernières années, j'estime qu'ils ont siphonné près de 400 000 $. 400 000 $. Le chiffre flottait dans l'air comme un poids mort. Pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai essayé. Il y a 6 mois, j'ai présenté un rapport interne à Sébastien. Il m'a dit que c'était des stratégies fiscales légales que je ne comprenais pas. 3 jours plus tard, Vanessa m'a convoqué dans son bureau et m'a clairement fait comprendre que si je remettais en question les finances à nouveau, je me retrouverais à la rue. J'ai 3 enfants à l'université, Madame Towers. J'ai besoin de ce travail. Je comprends, mais j'ai besoin que vous témoigniez. J'ai besoin de ces rapports. Gus a fermé les yeux. Si je fais ça, je perds tout. Si vous ne le faites pas, ils vont voler l'entreprise que vous avez aidé à construire. Et quand ils l'auront vidée complètement, ils vous renverront de toute façon sans indemnité, sans rien. Il est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a hoché la tête. Je ferai des copies, mais j'ai besoin de garanties légales. Les aurez-vous? La 3e pièce du plan nécessitait quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir à faire. Engager quelqu'un qui pourrait affronter Vanessa à son propre jeu. Ernest a recommandé l'avocate Fa Andrew. Je l'ai rencontrée dans son bureau au 22e étage d'une tour d'affaires. Elle avait 40 ans, portait un tailleur pantalon noir sur mesure et avait une réputation d'acier. Elle était spécialisée dans le droit des sociétés et avait un palmarès impressionnant de victoires contre des entreprises essayant d'évincer des fondateurs. Madame Towers, a-t-elle dit après avoir examiné tous les documents pendant 2 heures. C'est un cas d'école. Fraude documentée, détournement de ressources, contrats falsifiés, et un brevet qui les met en échec et mat. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Gagner cela vous coûtera non seulement de l'argent. Cela vous coûtera des relations. Cela vous coûtera votre famille. Ma famille m'a trahi en premier. Êtes-vous sûr? Parce qu'une fois que nous présenterons cela au conseil d'administration, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre fils fera face à des conséquences légales. Votre belle-fille pourrait finir en prison si nous prouvons le détournement de fonds. J'ai pensé à Sébastien, au garçon qu'il était, à l'homme qu'il était devenu, et à la décision qu'il avait déjà prise quand il avait signé ce plan pour me pousser hors de ma propre entreprise. Je suis sûr. Alors j'ai besoin de 2 semaines pour tout préparer. Documentation légale, ordonnance du tribunal, convocation pour le conseil d'administration. Nous allons devoir agir vite et avec l'élément de surprise. Quand est la cérémonie de nomination de votre fils? Dans 15 jours. Fa a souri. Parfait. Laissez-les faire leur fête. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Et ensuite nous leur montrerons que le véritable propriétaire n'est jamais parti. Pendant ces 2 semaines, j'ai mené une double vie. Au bureau, je suis restée la fondatrice déplacée dont personne ne tenait compte. La nuit, j'ai examiné des documents juridiques, préparé des témoignages et planifié chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Vanessa et Sébastien ne se doutaient de rien.
Je les ai vus en réunion, souriant, sûrs de leur victoire. Ils ont planifié cette fête comme si c'était un couronnement. Ils ne savaient pas que je planifiais aussi, non pas une fête, mais une résurrection. Et quand la montre de Robert sonnerait la bonne heure, j'allais leur rappeler que le temps de la récolte était arrivé. Mais cette fois, j'allais récolter la justice. L'ascenseur est descendu lentement pendant que je comptais les secondes. Rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes et là se tenait Fa Andrew avec sa mallette en cuir et ce regard qui ne laissait aucune place au doute. Prête, a-t-elle demandé plus que jamais. À côté d'elle se trouvait Ernest, appuyé sur sa canne, mais avec un épais dossier sous le bras. Et derrière eux, Lorraine et Gus Reynolds, tous deux avec des expressions tendues mais déterminées. 30 minutes, ai-je dit, en regardant la montre de Robert. Je leur ai promis 30 minutes. Nous sommes montés dans l'ascenseur. Personne n'a parlé. Seulement le ronronnement du moteur et ma respiration plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Parce que pour la première fois en 3 ans, je contrôlais le récit. Les portes se sont ouvertes au 7e étage. La musique jouait toujours. Les rires flottaient dans l'air mêlé au tintement des verres. Mais quand j'ai franchi ces portes avec mon équipe juridique derrière moi, le son s'est éteint comme si quelqu'un avait coupé le câble audio. 200 paires d'yeux se sont posés sur moi. Mais cette fois, je ne marchais pas seul. Cette fois, j'apportais la vérité. Sébastien était au centre de la pièce, verre à la main, figé au milieu d'un toast. Vanessa à ses côtés a cessé de sourire. Son visage a perdu 3 nuances. Bonsoir, ai-je dit, et ma voix a résonné clairement dans le silence. Je m'excuse d'interrompre la célébration, mais il y a quelques questions juridiques qui nécessitent une attention immédiate. Fa Andrew s'est avancée. Bonsoir. Je suis l'avocate Fa Andrew, représentante légale de Madame Emily Towers, fondatrice et propriétaire majoritaire légitime de Towers Industrial Supply. J'ai une convocation pour le conseil d'administration. C'est obligatoire. C'est maintenant. Le directeur des ressources humaines, un homme nommé Patrick Sanders, que Vanessa avait embauché l'année précédente, s'est approché. De quoi s'agit-il? Fraude d'entreprise, documents falsifiés et détournement de fonds, a répondu Ernest, sa voix ferme malgré son âge, et nous avons des preuves complètes. Vanessa a laissé échapper un rire nerveux. C'est ridicule. Sébastien, dis-leur de partir. Mais mon fils n'a pas bougé. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Ou peut-être pour la première fois depuis des années, il voyait vraiment sa mère. Conseil d'administration, a appelé Fa. Salle de conférence, 5 minutes. Ce n'est pas facultatif. La salle de conférence s'est rapidement remplie. Les 7 membres du conseil ont pris place. Sébastien et Vanessa à une extrémité de la table. Moi à l'autre, flanqué de mes avocats. Entre nous, 3 épais dossiers contenant 3 ans de mensonges documentés. Fa a ouvert le premier dossier. Commençons par les faits. Au cours des 3 dernières années, des documents légaux ont été présentés à cette entreprise, censément signés par Madame Towers. Cependant, nous avons des preuves que ces documents ont été altérés après l'obtention de sa signature. Elle a projeté 2 versions du même contrat sur l'écran côte à côte. La signature était identique, le contenu radicalement différent. Madame Towers a signé ceci. Elle a montré le document de gauche, mais ceci, elle a montré celui de droite, et ce qui a été notarié. Voyez-vous les clauses supplémentaires? Les pourcentages modifiés? Fraude documentée. Gus Reynolds a levé la main. J'ai aussi quelque chose à présenter. Il a ouvert son ordinateur portable. Au cours des 2 dernières années, j'ai documenté des virements irréguliers, des factures à des fournisseurs qui n'existent pas, des paiements à des sociétés offshore enregistrées aux îles Caïmans. Un total de 410 000 $ détournés des caisses de cette entreprise. Il a montré les feuilles de calcul. Les chiffres brillaient sur l'écran comme une preuve irréfutable. Certains membres du conseil ont halté. D'autres se sont penchés pour mieux voir. C'est un mensonge. Vanessa a explosé, frappant la table. Gus est rancunier parce que nous allions le virer pour incompétence. Incompétence? Gus l'a regardé fixement. J'ai des emails de votre part me demandant de traiter ces factures. J'ai des autorisations avec votre signature numérique. J'ai tout.
Vanessa. Sébastien. Vanessa s'est tournée vers mon fils. Dis quelque chose. Tu ne vas pas leur permettre d'humilier ta femme comme ça. Mais mon fils n'a pas bougé. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Ou peut-être pour la première fois depuis des années, il voyait vraiment sa mère. Conseil d'administration, a appelé Fa. Salle de conférence, 5 minutes. Ce n'est pas facultatif. La salle de conférence s'est rapidement remplie. Les 7 membres du conseil ont pris place. Sébastien et Vanessa à une extrémité de la table. Moi à l'autre, flanqué de mes avocats. Entre nous, 3 épais dossiers contenant 3 ans de mensonges documentés. Fa a ouvert le premier dossier. Commençons par les faits. Au cours des 3 dernières années, des documents légaux ont été présentés à cette entreprise, censément signés par Madame Towers. Cependant, nous avons des preuves que ces documents ont été altérés après l'obtention de sa signature. Elle a projeté 2 versions du même contrat sur l'écran côte à côte. La signature était identique, le contenu radicalement différent. Madame Towers a signé ceci. Elle a montré le document de gauche, mais ceci, elle a montré celui de droite, et ce qui a été notarié. Voyez-vous les clauses supplémentaires? Les pourcentages modifiés? Fraude documentée. Gus Reynolds a levé la main. J'ai aussi quelque chose à présenter. Il a ouvert son ordinateur portable. Au cours des 2 dernières années, j'ai documenté des virements irréguliers, des factures à des fournisseurs qui n'existent pas, des paiements à des sociétés offshore enregistrées aux îles Caïmans. Un total de 410 000 $ détournés des caisses de cette entreprise. Il a montré les feuilles de calcul. Les chiffres brillaient sur l'écran comme une preuve irréfutable. Certains membres du conseil ont halté. D'autres se sont penchés pour mieux voir. C'est un mensonge. Vanessa a explosé, frappant la table. Gus est rancunier parce que nous allions le virer pour incompétence. Incompétence? Gus l'a regardé fixement. J'ai des emails de votre part me demandant de traiter ces factures. J'ai des autorisations avec votre signature numérique. J'ai tout. Vanessa. Sébastien. Vanessa s'est tournée vers mon fils. Dis quelque chose. Tu ne vas pas leur permettre d'humilier ta femme comme ça. Mais mon fils n'a pas bougé. Il avait le regard fixé sur l'écran, sur les chiffres, sur les preuves qu'il ne pouvait nier. Il y a plus, a continué Ernest. Le plan pour retirer Madame Towers de l'entreprise, non pas comme une décision corporative légitime, mais comme partie d'une stratégie calculée pour la dépouiller de ce qu'elle a bâti. Il a projeté l'email, celui que j'avais trouvé sur l'ordinateur de Sébastien. Les mots sont apparus en gros caractères. Sa présence actuelle est un poids mort pour notre croissance. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Certains membres du conseil d'administration ont regardé Vanessa avec quelque chose entre l'horreur et le mépris. D'autres ont regardé Sébastien, attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Maman. Mon fils a commencé, mais sa voix s'est brisée. Non, je l'ai interrompu. Ne m'appelle pas comme ça. Pas maintenant. Pas après avoir planifié de me virer de ma propre entreprise avec une pension de famine de 1 500 $. Je n'ai pas. C'était l'idée de Vanessa. Ah, donc vous suiviez juste les ordres. Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Vous savez qui d'autre suivait les ordres? Le garde de sécurité qui allait m'escorter hors du bâtiment il y a 30 minutes. Vanessa s'est levée. Assez. C'est un cirque. Vous n'avez aucune autorité pour nous accuser de quoi que ce soit. Non. Fa a souri. C'était un sourire sans humour. Alors parlons d'autorité. Madame Towers, montrez-leur. J'ai sorti un dossier jaune fané de mon sac, le même que j'avais trouvé parmi mes vieux papiers. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les documents sur la table. Numéro de brevet US 2019045782. Système intégré de gestion des stocks et de la logistique enregistré au nom d'Emily Towers. Ce système traite 100% des opérations de cette entreprise. Sans lui, vous revenez aux méthodes manuelles qui vous prendraient 6 mois à reconstruire. J'ai vu le moment exact où Vanessa a compris ce que cela signifiait. Son visage est passé du rouge de fureur au blanc de terreur en quelques secondes.
Ce brevet, ai-je commencé, est à moi, entièrement à moi. Et je ne vous ai jamais donné de licence formelle pour l'utiliser. Ce qui signifie que chaque jour où vous opérez avec ce système, sans mon autorisation, vous accumulez des redevances que vous me devez. Nous estimons à environ 600 000 $ d'utilisation rétroactive. Vous ne pouvez pas faire ça, a chuchoté Vanessa. Je peux et je le ferai si nous ne parvenons pas à un accord ici et maintenant. Patrick Sanders, le directeur des RH, s'est éclairci la gorge. Madame Towers, que proposez-vous? Je me suis levé. Tous les regards étaient posés sur moi. Mon fils, les larmes aux yeux, Vanessa tremblant de rage impuissante, les membres du conseil attendant mon verdict. Je propose ce qui suit, réintégration immédiate de ma position de présidente du conseil. Un audit externe complet de toutes les finances des 3 dernières années. Retrait de Sébastien Towers de son poste de PDG jusqu'à la fin de l'enquête et Vanessa Sandival est effectivement licenciée immédiatement sans indemnité. Non, a crié Vanessa. Sébastien, dis quelque chose. Mon fils a finalement levé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Maman, s'il te plaît. Je peux expliquer. Je ne savais pas pour les fausses factures. Vanessa a dit que c'était des stratégies légales. Je voulais juste te rendre fier. Fier. Le mot est sorti de ma bouche comme des cendres. En me traitant de poids mort. En planifiant de me jeter de ma propre entreprise comme des ordures. Sébastien, je t'ai tout donné. Tout ce que j'ai. Tout ce que je suis était pour toi. Et tu m'as payé en retour par la trahison. C'était une erreur. Une terrible erreur. Les erreurs sont corrigées. Ceci était une stratégie pendant 3 ans. Vanessa s'est tournée vers les membres du conseil. Elle vous manipule. C'est une vieille femme amère qui ne peut pas accepter que les temps aient changé, qu'elle ne soit plus pertinente. Fa Andrew s'est levé. Surveillez vos paroles, Madame Sandival, car j'ai ici. Elle a brandi un autre dossier. La preuve que les comptes offshore aux Caïmans sont à votre nom personnel, pas à ceux des entreprises. Les vôtres, ceux qui transforment cela de fraude d'entreprise en détournement de fonds, un crime passible de prison. La couleur a complètement disparu du visage de Vanessa. Elle s'est effondrée sur sa chaise. De plus, ai-je continué, j'ai un document supplémentaire que je crois que le conseil devrait voir. Ernest a distribué des copies. C'était le contrat de mariage que Vanessa avait signé avant d'épouser Sébastien, celui que j'avais insisté pour qu'il signe, et que Vanessa avait accepté à contre-cœur. Clause 7, ai-je dit, en cas de divorce ou de séparation due à une fraude ou à une conduite criminelle prouvée par l'une ou l'autre des parties. La partie coupable renonce à tous les droits sur les biens matrimoniaux et commerciaux. Je crois que la fraude d'entreprise et le détournement de fonds remplissent les conditions. Vanessa m'a regardé avec une haine si pure que je pouvais presque la sentir physiquement. Vous êtes une sorcière amère qui ne supporte pas de voir son fils heureux. Ce que je ne supporte pas, ai-je répondu, et ma voix a finalement tremblé d'une émotion contenue. C'est de voir mon fils transformé en voleur par une femme qui ne l'a vu que comme une opportunité de s'enrichir. Je me suis tourné vers Sébastien. Mais tu n'es pas innocent non plus. Tu étais un adulte. Tu as pris des décisions et maintenant tu vas vivre avec les conséquences. Maman, s'il te plaît. Il s'est levé en essayant de s'approcher. Non. J'ai levé la main. Vote du conseil maintenant. Tous ceux qui sont en faveur de mes propositions. Un par un, les membres du conseil ont levé la main. Tous sauf Sébastien. 7 contre 1. Motion approuvée, a déclaré Patrick Sanders. Vanessa s'est levée brusquement. Ça ne se termine pas ici. J'ai des avocats. Je vais vous poursuivre en diffamation pour. S'il vous plaît, essayez. Fa a souri. J'adorerais discuter de vos accusations devant un juge avec des preuves complètes de détournement de fonds et de documents falsifiés. Allez-y. Vanessa a attrapé son sac et a quitté la pièce en claquant la porte. Sébastien est resté immobile, me regardant avec des yeux suppliants. Tu as 2 options, lui ai-je dit. Coordonne avec l'enquête, restitue ce qui peut être récupéré et peut-être, juste peut-être, un jour tu reconstruiras une certaine confiance où suit ta femme et fais face à des accusations criminelles à ses côtés. Elle est enceinte, a-t-il chuchoté. Le monde s'est arrêté. Quoi?
Vanessa est enceinte. 3 mois. Et voilà. Le dernier atout de Vanessa. L'arme finale, un bébé innocent utilisé comme bouclier. Alors, ai-je dit, et ma voix sonnait plus fatiguée qu'elle ne l'avait été toute la nuit. Tu as encore plus de raisons de prendre la bonne décision parce que cet enfant aura besoin d'un père qui n'est pas en prison. Sébastien s'est effondré sur sa chaise, la tête dans les mains, pleurant comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant. Et moi, en voyant mon fils brisé, j'ai senti quelque chose se briser en moi aussi, parce que j'avais gagné la bataille. Mais le prix était plus élevé que je ne l'imaginais. La justice a un goût amer quand elle est servie à la table familiale. La salle de conférence s'est vidée lentement. Les membres du conseil sont partis en silence, ne sachant que dire, que faire face au poids de ce qu'ils venaient de voir. Fa et Ernest ont examiné les documents, préparant les prochaines étapes légales. Lorraine et Gus attendaient près de la porte, me laissant de l'espace, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté assise en face de Sébastien, séparé par cette table en acajou qui avait vu tant de décisions importantes. Seulement cette fois, la décision n'était pas commerciale. C'était une question de sang. Mon fils avait la tête dans les mains, ses épaules tremblaient, et pendant un moment terrible et magnifique à la fois, j'ai revu le garçon de 8 ans pleurer parce que les autres enfants se moquaient de ses chaussures rapiécées. « Quand l'as-tu su ?» ai-je demandé finalement. « Quand as-tu su pour la grossesse ?» Sébastien a levé la tête. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Il y a 2 semaines. Vanessa me l'a dit le jour même où nous avons confirmé la date de cette fête. Comme c'est commode. Ce n'était pas comme ça, maman. Elle. Nous essayons depuis des mois. Et tu penses que c'est une coïncidence que juste maintenant, alors qu'ils allaient me virer de l'entreprise, un bébé apparaît? Sébastien s'est essuyé le visage avec le dos de sa main. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais que tout semble calculé. Mais ce bébé est réel. C'est mon fils. Ton fils. J'ai répété les mots en sentant leur poids. Et moi, Sébastien? Je suis aussi ta mère. Cela ne compte plus? Tu seras toujours ma mère. Ah, vraiment? Parce qu'il y a une demi-heure, tu allais me pousser hors de ma propre entreprise avec une pension de misère. Cela ne me semble pas très filial. C'était une erreur. Une terrible, impardonnable erreur. Non. Ma voix s'est durcie. Une erreur, c'est oublier une date. Se tromper de numéro. Ceci était une trahison planifiée pendant des années avec des documents falsifiés, avec des stratégies et des dates et des discours préécrits. Ce n'est pas une erreur, Sébastien. C'est une décision. Il s'est levé brusquement. Il a marché jusqu'à la fenêtre donnant sur le parking. En dessous, je pouvais voir les invités de la fête quitter le bâtiment, confus, murmurant entre eux. La célébration avait pris fin avant de commencer. Vanessa m'a convaincu, a-t-il dit sans se retourner. Elle m'a dit que c'était mieux pour l'entreprise, que vous aviez déjà donné tout ce que vous pouviez donner, que vous méritiez de vous reposer. Et tu l'as cru. Je voulais la croire parce que c'était plus facile que de t'affronter, que de te dire que je me sentais étouffé. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Étouffé. Il s'est finalement retourné. Maman, je n'ai jamais choisi cette entreprise. Tu l'as choisie pour moi depuis que je suis enfant, tout était un jour, ce sera à toi. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si ma vie était déjà écrite. Je t'ai donné des options. Je t'ai envoyé à l'université. Tu m'as envoyé à l'école de commerce parce que tu le voulais, parce que c'était ce que tu attendais, parce que te décevoir était impossible après tout ce que tu avais sacrifié pour moi. Sa voix a monté en volume. Tu sais à quel point c'est une pression? Savoir que ta mère vendait de la nourriture de restaurant à 5 heures du matin pour que tu aies de nouvelles chaussures, qu'elle a rejeté l'amour pour que tu hérites d'un empire. Je ne t'ai jamais demandé de gratitude. Tu n'as pas eu besoin de le demander. C'était dans chaque regard ce que j'ai construit pour toi. Dans chaque conversation sur l'avenir de l'entreprise. Mon avenir était déjà décidé avant que je ne puisse décider quoi que ce soit. Les larmes menaçaient de couler, mais je les ai retenues. Alors c'est ma faute. Je t'ai forcé à me voler. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il a passé ses mains dans ses cheveux, désespéré. J'essaie d'expliquer que Vanessa a trouvé cette faille,
ce ressentiment que je ne savais même pas avoir, et elle l'a utilisé. Elle m'a fait croire qu'en vous mettant hors de son chemin, je serais enfin libre d'être mon propre patron. Et tu le es? Tu es ton propre patron? Parce que d'où je suis, tu ressembles à une marionnette de ta femme. La porte s'est ouverte. Vanessa est entrée comme une cellule orageuse, téléphone portable à la main. Sébastien, nous partons maintenant. Non, ai-je dit en me levant. Il reste. Tu pars. Vous n'avez aucune autorité pour me dire ce que je fais. J'ai toute l'autorité. C'est mon entreprise et vous ne travaillez plus ici. Vanessa a ri. Un rire aigu et hystérique. Votre entreprise, Émilie, s'il vous plaît. Cette entreprise est autant la mienne que la vôtre. Je l'ai modernisée. Je l'ai rendue rentable. Vous l'avez vidée, je l'ai interrompue. 400 000 $ dans des comptes offshore. Pensez-vous qu'un juge va croire que c'était de la modernisation? Elle s'est approchée de moi. Assez près pour que je puisse sentir son parfum cher, celui qu'elle avait probablement acheté avec de l'argent volé. Écoutez-moi bien, belle-mère. Vous pouvez présenter tous les documents que vous voulez. Vous pouvez faire votre spectacle dramatique. Mais j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais, le fils qui va perpétuer ce nom, votre petit-fils. Et si vous me touchez, si vous essayez de me causer des ennuis, je vous promets que vous ne le rencontrerez jamais. Le silence qui a suivi était si lourd qu'il était difficile de respirer. Vous utilisez votre propre enfant comme otage, ai-je demandé, incrédule. Je le protège d'une grand-mère toxique qui ne sait pas quand prendre sa retraite. Sébastien a fait un pas vers elle. Vanessa, arrête. Non, Sébastien. Elle a besoin de comprendre comment les choses vont se passer. Soit elle nous laisse tranquilles, soit ce bébé grandira sans savoir qui est sa grand-mère. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose de pire. C'était la réalisation complète et dévastatrice que j'avais perdu mon fils bien avant cette nuit. Je l'avais perdu quelque part entre les quarts de travail au restaurant à 5 heures du matin et les attentes que j'avais placées sur ses épaules sans m'en rendre compte. Sors, ai-je dit, et ma voix est sortie étrangement calme. Quoi? Vanessa a cligné des yeux, confuse. Sors maintenant avant que j'appelle la sécurité et qu'il te fasse sortir comme tu allais me faire sortir. Sébastien. Vanessa l'a regardé, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il la défende. Mais mon fils était immobile, me regardant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Était-ce de la culpabilité, de la peur, ou voyait-il enfin vraiment ce qu'elle avait fait? Sébastien. Vanessa a répété, sa voix montant d'une octave. Nous partons maintenant. Tu pars, a-t-il dit finalement. J'ai besoin de parler à ma mère. Quoi? Non, je ne vais pas te laisser ici pour qu'elle te manipule. Vanessa. Sébastien l'a regardée fixement pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Pas, s'il te plaît. J'ai vu le moment exact où elle a compris qu'elle perdait le contrôle. Son visage a traversé une douzaine d'émotions en quelques secondes, surprise, fureur, peur, calcul. Finalement, elle s'est posée sur quelque chose qui ressemblait à du mépris. Bien, reste ici à pleurer ensemble, mais souviens-toi que ce bébé est à moi, et c'est moi qui décide qui le rencontre et qui ne le rencontre pas. Elle est sortie en claquant la porte si fort que cela a résonné dans toute la pièce. Andrew, qui observait depuis la porte, est entré. Madame Towers, cette menace concernant le bébé n'a aucune validité légale. Une fois né, vous avez des droits en tant que grand-mère. Je sais, ai-je répondu. Bien qu'à ce moment-là, je ne me souciais pas de la légalité. Je ne pouvais penser qu'à un bébé innocent qui allait naître au milieu de ce champ de bataille. Je me suis rassise. Sébastien a fait de même. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Dis-moi la vérité, ai-je dit finalement. Et ne me mens plus. Savais-tu pour l'argent détourné? Non. Je te jure sur tout ce que j'aime. Je pensais que c'était des stratégies fiscales légales comme Vanessa l'a dit. Et le plan pour me retirer de l'entreprise. Il a baissé le regard. Ça, je le savais, mais elle nous l'a présenté différemment. Elle a dit que c'était pour vous offrir une retraite digne, que vous aviez assez travaillé, que vous méritiez de profiter de vos dernières années sans la pression de l'entreprise.
Et les mots poids mort. Cela sonnait il aussi comme une retraite digne. C'était Vanessa. Je n'ai jamais utilisé ces mots. Mais tu ne l'as pas arrêté non plus. Il a fermé les yeux. Non, je ne l'ai pas arrêté. Et je vais vivre avec cette honte pour le reste de ma vie. Fa s'est éclairci la gorge. Madame Towers, nous avons besoin de votre décision. Allons-nous engager des poursuites pénales contre les deux ou seulement contre Vanessa? J'ai regardé mon fils, cet homme de 32 ans qui était autrefois le bébé que j'ai nourri au sol de l'atelier. Le garçon qui me serrait dans ses bras et me disait que quand il serait grand, il prendrait soin de moi. Le jeune homme qui a pleuré sur mon épaule quand son père est mort, même s'il se souvenait à peine de lui. Et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Seulement contre Vanessa, Sébastien coopérera avec l'enquête et restituera tout ce qui peut être récupéré. Il travaillera dans l'entreprise, mais du bas de l'échelle. Pas de titre, pas de salaire de cadre. S'il veut regagner ma confiance, il devra la gagner comme je l'ai gagnée, par le travail. Maman, je n'ai pas fini, ai-je continué. Tu vas suivre une thérapie individuelle pour comprendre comment tu en es arrivé là et tu vas divorcer de Vanessa avant la naissance de ce bébé. Je ne peux pas divorcer d'elle. Elle est enceinte. Tu peux et tu vas le faire parce que cet enfant ne peut pas grandir en regardant sa mère manipuler et voler comme si c'était normal. Et tu ne peux pas continuer à être son complice. Sébastien a recommencé à pleurer. Et si elle a raison? Et si elle m'empêche de voir mon fils? Alors nous nous battrons légalement, mais avec les mains propres, sans secret, sans mensonge. Je me suis levé et j'ai marché vers lui parce que malgré tout, il est toujours mon fils, et ce bébé sera mon petit-fils, et je protège ce qui est à moi. Je l'ai serré dans mes bras pour la première fois depuis des années. Je l'ai serré comme quand il était enfant, et il s'est accroché à moi comme un naufragé s'accrochant à une planche au milieu de l'océan. Je suis désolé, a-t-il sangloté contre mon épaule. Je suis tellement désolé, maman. Je sais. Et tu vas passer beaucoup de temps à le prouver. Quand nous nous sommes finalement séparés, le soleil s'était déjà levé. La lumière grise de l'aube entrait par les fenêtres de la salle de conférence. Rentre chez toi, lui ai-je dit. Repose-toi. Demain, ton chemin du retour commence. Sébastien a hoché la tête et est parti sans rien dire de plus. Fa et Ernest se sont approchés. Vous avez fait la bonne chose, a dit Ernest. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais c'était la seule chose que mon cœur me laissait faire. Parce qu'au final, justice et pardon ne vont pas toujours de pair. Parfois, il faut choisir entre la vengeance et la famille. Et j'ai choisi de croire que mon fils pouvait encore être sauvé, même si cela me coûtait tout. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de mon bureau. Mon bureau complet, restauré, avec la bibliothèque que Robert avait construite de retour à sa place et les photographies de 30 ans accrochées au mur. C'était un mardi de mars, exactement 6 mois après cette nuit qui a tout changé. Sur mon bureau reposait la montre de poche en argent. Je l'ai ramassée et j'ai lu l'inscription que je connaissais par cœur. Temps de semer. Temps de récolter. J'avais récolté, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. Dehors, sur le plancher de production, Sébastien supervisait un envoi. Il portait la même combinaison bleue que les employés de l'entrepôt. Pas de cravate italienne, pas de costume de créateur, juste l'uniforme de travail que j'avais moi-même porté pendant des années. Il a tenu parole. Il a commencé du bas de l'échelle. Il arrivait à 6 heures du matin avant tout le monde. Il chargeait des cartons. Il vérifiait les stocks. Il a appris tous les processus qu'il avait oubliés ou qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Les premiers jours, les employés le regardaient avec méfiance. Le vieux monsieur Jacobs, qui travaillait toujours à 70 ans parce qu'il refusait de prendre sa retraite, l'a mis à l'épreuve. Mon gamin, lui a-t-il dit la première semaine, cette boîte va dans l'allée 3. Tu la portes. Et Sébastien l'a portée sans se plaindre, sans leur rappeler qu'il était autrefois le PDG. L'audit externe avait conclu 3 mois plus tôt. Les dégâts étaient pires que ce que nous pensions. Vanessa n'avait pas seulement détourné 400 000 $. C'était plus d'un demi-million de dollars distribués sur des comptes offshore, des fausses factures et des services de conseil qui n'avaient jamais existé. L'avocate Andrew a déposé des accusations criminelles. Vanessa a fui en Floride avec sa famille.
Elle a essayé de se cacher derrière la grossesse, jouant la carte de la victime sur les réseaux sociaux, femme d'affaires persécutée par une belle-mère jalouse, a-t-elle intitulé sa publication. Mais les preuves ne mentent pas, 3 semaines plus tard, le procureur de district a émis un mandat d'arrêt. Ils l'ont arrêtée à l'aéroport alors qu'elle essayait de s'envoler pour les Caïmans. Maintenant, elle attendait son procès sous assignation à résidence chez ses parents. Le bébé est né en février, un garçon. Sébastien l'a nommé Robert, comme son père, comme mon mari. Quand Sébastien m'a dit, sa voix brisée et les yeux pleins de larmes, j'ai senti quelque chose se briser et se reconstruire en même temps dans ma poitrine. Puis-je le rencontrer, ai-je demandé. Vanessa dit, non. Et toi, que dis-tu? Sébastien m'a regardé fixement. Je dis que c'est votre petit-fils et qu'il a le droit de connaître sa grand-mère. 2 jours plus tard, Sébastien est arrivé chez moi avec un paquet enveloppé dans une couverture bleu ciel. Il était tôt, à peine 8 heures du matin. Vanessa ne le savait pas. Il avait attendu qu'elle aille à une réunion avec ses avocats. Maman, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Je veux que tu rencontres Robert Towers Sandival. J'ai pris ce bébé dans mes bras, et quelque chose qui avait été brisé pendant des mois a enfin guéri. Il pesait à peine 3 kilos. Il avait les yeux fermés et une touffe de cheveux foncés. Il ressemblait tellement à Sébastien quand il est né que j'ai dû m'asseoir pour ne pas m'évanouir. Bonjour, petit Robert, ai-je murmuré. Je suis ta grand-mère et j'ai tant d'histoires à te raconter. Le bébé a bâillé. Sébastien s'est assis à côté de moi sur le canapé. J'ai déposé les papiers de divorce la semaine dernière. Il a dit. Vanessa ne les a pas signés. Elle dit que si je divorce d'elle, elle ne me laissera jamais voir Robert. Et tu as peur? Je suis terrifié. Mais je suis plus terrifié que mon fils ne grandisse en pensant que ce que sa mère a fait est normal ou que ce que j'ai fait est normal. Alors tu apprends. Au cours de ces 6 mois, nous avions reconstruit plus que l'entreprise. Nous avions reconstruit des ponts. Sébastien a suivi une thérapie 2 fois par semaine. Nous avons parlé, vraiment parlé, non pas de chiffres ou de stratégie, mais de la façon dont il se sentait étouffé par mes attentes, de la façon dont je ne lui avais jamais demandé ce qu'il voulait vraiment. Si tu pouvais choisir, je lui ai demandé un soir lors d'un dîner chez moi, que ferais-tu si l'entreprise n'existait pas? Il a mis un moment à répondre. Je pense que j'aimerais enseigner l'administration des affaires, peut-être, ou ouvrir un cabinet de conseil pour les entreprises familiales, les aider à ne pas faire les erreurs que nous avons faites. Et pourquoi ne le fais-tu pas? Parce que je dois d'abord réparer ce que j'ai cassé. Tu peux faire les deux. Travailler ici pendant que tu construis ton propre chemin. J'ai vu l'espoir dans ses yeux pour la première fois depuis des mois. Le conseil d'administration a également changé. J'ai retiré 3 membres que Vanessa avait mis en place. À leur place, j'ai fait venir des femmes entrepreneurs que je connaissais d'associations professionnelles, des femmes qui avaient bâti leur propre entreprise à partir de rien et comprenaient ce que signifiait se battre pour chaque dollar. Lorraine est revenue, non pas comme assistante, mais comme directrice des ressources humaines. Elle le méritait. Elle avait gardé les preuves qui nous avaient sauvés. Gus Reynolds a été promu directeur financier avec pleine autorité. Il ne répondait plus qu'aux conseils et à moi. Et j'ai de nouveau parcouru les couloirs de mon entreprise, sentant que l'air était de nouveau respirable. Mais tout n'était pas reconstruction. Il y avait aussi des pertes. 3 clients importants sont partis lorsque le scandale a éclaté. Problèmes familiaux internes. Ils ont dit ce que cela signifiait vraiment, c'est qu'ils ne voulaient pas être associés à une entreprise en plein procès pour fraude. Nous avons dû licencier 20 employés que Vanessa avait embauchés et qui étaient clairement impliqués dans le stratagème des fausses factures. Cela a fait mal. Chaque licenciement me rappelait que les dégâts n'étaient pas seulement pour moi, mais pour des personnes innocentes qui avaient besoin de ces emplois. Nous avons récupéré 200 000 $ des comptes offshore. Le reste, nous ne le reverrions probablement plus jamais. Vanessa avait été plus intelligente que nous le pensions, déplaçant l'argent par le biais de sociétés écrans dans 3 pays, mais l'entreprise a survécu, plus petite, plus prudente, mais vivante. Et j'ai commencé quelque chose de nouveau, un programme de mentorat pour les femmes entrepreneurs, en particulier pour les jeunes veuves qui, comme moi il y a 30 ans, se sont retrouvées seules avec des enfants à nourrir et des entreprises à sauver. Je l'ai appelé le programme Robert Towers en l'honneur de mon mari, en l'honneur des débuts. Chaque samedi, 5 femmes arrivaient au bureau de l'entreprise.
Je leur ai enseigné ce que j'avais appris en 3 décennies. Comment négocier avec les créanciers, comment lire un état financier, comment demander de l'aide sans avoir honte. Il ne s'agit pas d'être la plus forte, leur ai-je dit. Il s'agit de se relever à chaque fois qu'ils vous mettent à terre. L'une d'elles, une femme de 38 ans nommée Sandra, qui avait hérité d'une quincaillerie avec $10 000 de dette, m'a serré dans ses bras en pleurant après la 3e séance. « Vous me sauvez la vie », m'a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. « Vous vous sauvez vous-même. Je vous montre juste les outils. » Le procès de Vanessa était prévu dans 2 mois. Femme avait prévenu que ce serait un cirque médiatique, qu'ils essaieraient de me dépeindre comme la belle-mère cruelle persécutant une jeune mère. Qu'ils essaient, ai-je dit. La vérité a des documents joints. Un après-midi, Sébastien est venu à mon bureau. Il tenait un dossier dans ses mains et avait une expression sérieuse. « Maman, j'ai besoin de te montrer quelque chose. » Il a ouvert le dossier. C'était les statuts d'une fondation, la fondation Robert Towers pour les entreprises familiales. Qu'est-ce que c'est? Mon projet. Je veux créer une fondation qui aide les entreprises familiales à se professionnaliser sans perdre leur essence. Médiation des conflits, conseils juridiques préventifs, ateliers sur la succession, tout ce que nous n'avons pas eu. J'ai lu les documents. Ils étaient bien pensés, structurés, honnêtes. Et comment allez-vous la financer? Avec ma part de l'héritage le moment venu. Je ne veux pas de salaire de cadre de l'entreprise. Je veux construire quelque chose de moi-même, quelque chose qui aide d'autres familles à ne pas se détruire comme nous nous sommes presque détruits. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai vu un homme différent de celui qui se tenait dans cette salle de fête il y a 6 mois. Plus mince, avec des cernes sous les yeux, mais avec quelque chose dans les yeux que je n'avais pas vu depuis des années. Un véritable objectif. Fais-le, ai-je dit, et compte sur mon soutien. Vraiment? Vraiment, mais à une condition. Laquelle? Que tu enseignes à ton fils ce que tu as appris. Que quand il sera grand, tu lui racontes cette histoire complète. Les erreurs, les conséquences, tout. Sébastien a hoché la tête. Je le promets. Cette nuit-là, seul chez moi, j'ai sorti une vieille boîte du placard. À l'intérieur se trouvaient les photographies des premières années de l'atelier. Robert, les mains tachées de graisse, souriant à côté d'un moteur fraîchement réparé. Moi, avec bébé Sébastien dans les bras, debout devant l'enseigne qui disait le Towers Auto Repair. Nous avions parcouru un si long chemin, si douloureux mais aussi si nécessaire. J'ai pris la montre de Robert. 22 heures. Time to save. Time to reap. J'ai lu à voix haute. Nous avons récolté, mon amour. Et ça a fait mal. Mais nous sommes vivants. Nous sommes toujours debout. J'ai remis la montre dans sa boîte. Demain serait un autre jour, un autre mardi de travail, de réunion, de décision. Mais ce serait aussi un jour pour enseigner à 5 femmes entrepreneurs comment lire un bilan. Un jour pour voir Sébastien charger des cartons avec une humilité retrouvée. Un jour pour savoir que mon petit-fils grandissait. Et qu'un jour, quand il serait assez grand, je lui raconterai l'histoire de la façon dont sa grand-mère a bâti un empire à partir d'un atelier avec 3 employés. Je lui raconterai les quarts de travail au restaurant à 5 heures du matin, les nuits blanches, les décisions difficiles et les erreurs que nous faisons tous. Mais je lui parlerai aussi du pardon, de la façon dont parfois aimer signifie lâcher prise, et parfois cela signifie s'accrocher. Et la sagesse réside dans le fait de savoir quand faire l'un ou l'autre. J'ai regardé par la fenêtre de mon salon. La ville brillait de milliers de lumières. Chacune représentait probablement une histoire, un rêve, une lutte. Et moi, Emily Towers, 68 ans, j'écrivais toujours la mienne. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez. Elle est dans ce que vous construisez, dans ce que vous défendez, et dans ce que vous ne vous laissez pas arracher sans combat. Et j'avais combattu. J'avais gagné. J'avais perdu. Mais surtout, j'avais survécu. Et ça, à la fin de la journée, c'était plus que suffisant. Cette histoire est arrivée à sa fin. Mais chaque fin est aussi un début. Si cette confession vous a touché le cœur, si vous avez ressenti l'injustice, la rage, le pardon et l'espoir avec Émilie, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place.
Avez-vous déjà dû choisir entre la justice et la famille? Et dites-moi d'où vous nous regardez? Écrivez votre ville, votre état. J'aime savoir que ces histoires voyagent à travers le monde, touchant les cœurs dans chaque coin. Likez si vous croyez aux secondes chances, abonnez-vous si vous voulez continuer à écouter de vraies histoires de femmes qui se relèvent quand la vie les met à terre. Parce qu'ici, chaque histoire est un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Rendez-vous dans la prochaine histoire. D'ici là, rappelez-vous que le temps de semer vient toujours, mais le temps de récolter, c'est vous qui le décidez.